Elle rit à ses sœurs. Je vais saigner ses comptes à sec. Je n'ai rien dit. J'avais été invisible pendant 30 ans. Mais sa mère savait exactement qui j'étais. Et elle s'était discrètement assurée que tout le monde le découvrirait aussi. Je m'appelle Harold Easton. J'ai 62 ans. J'ai passé la meilleure partie de 4 décennies à travailler la terre. D'abord comme agronome salarié sur les fermes d'autres hommes, puis comme partenaire à part entière dans l'exploitation de ma belle-mère dans le comté de Callaway, au Kentucky. Marlène Bell a bâti quelque chose de réel ici. 340 acres de terre cultivée certifiée biologique, une charte de coopérative avec 12 fermes participantes et un nom qui comptait sur tous les marchés de producteurs, de Paducah à Louisville. J'ai aidé à la construire. J'étais là quand le système de drainage a échoué en 98 et que nous avons perdu l'Eastfield. J'étais là quand la coopérative a failli se dissoudre en 2004 à cause d'un litige contractuel avec un distributeur régional. J'ai résolu les 2 problèmes discrètement, sans fanfare, sans un seul article de presse ni une plaque sur le mur. Karen n'est jamais venue au champ. Pas une seule fois en 31 ans de mariage. Nous avons 3 enfants. Chance a 33 ans. Notre fils aîné, aussi vif qu'un clou quand il veut, mais il a eu la voix de Karen dans son oreille depuis qu'il pouvait marcher. Taylor a 28 ans. Notre fille, plus silencieuse que son frère, observe tout. Et puis il y a Zach, 27 ans. Il est venu à nous à l'âge de 5 ans après que la sœur cadette de Karen, Alice, et son mari aient été tués sur l'I-24 lors d'une tempête de verglas en novembre. 3 voitures, un semi-remorque en portefeuille et 2 bonnes personnes disparues en moins d'une minute. Les 2 autres sœurs, Cindy et Rita, ont toutes 2 fait part de leurs regrets à distance. Elles ont dit qu'elles n'avaient pas de place, que ce n'était pas le bon moment. Je n'ai pas demandé 2 fois à Karen. J'ai juste conduit au bureau de placement familial, signé les formulaires et ramené Zach à la maison un jeudi après-midi. Il était assis sur une chaise en plastique, tenant un sac en papier avec tout ce qu'il possédait. Je pense encore parfois à ce sac. Marlène a tout observé. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'a jamais été de ce genre, mais elle a observé. La nuit où tout a basculé était un vendredi d'octobre, 3 semaines avant le décès de Marlène. La récolte était terminée. J'avais passé la journée à examiner les rapports de rendement au bureau de la coopérative et je suis rentré à la maison pour trouver Karen, Cindy et Rita déjà installés autour du foyer extérieur, verre de vin rempli, voix détendue. Je n'ai pas interrompu. Je me suis versé une tasse de café dans la cuisine et je suis sorti sur le porche latéral, qui s'étend assez loin pour que je puisse les entendre clairement sans être vu. Je n'essayais pas d'espionner. J'avais juste besoin d'air. Elle ne peut pas tenir beaucoup plus longtemps, disait Cindy. Le docteur Parrish a dit 2 semaines, peut-être 3. Ensuite, nous devons être prêtes. C'était Rita. Sèche et précise, même avec une demi-bouteille de chardonnay en elle. J'ai déjà parlé à Dalton. Il dit que tant que le testament original tient, nous aurons un partage à 3. La terre. Les parts de la coopérative, la maison. Tout. Karen fit tournoyer son verre et se pencha en arrière dans sa chaise. Harold va faire des histoires. Cindy rit. Ce son aigu et mince qu'elle produisait quand elle trouvait quelque chose plus drôle que ce n'était en réalité. Qu'il fasse des histoires. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien, dit Karen. Le mot tomba plat et certain, comme si elle avait déjà fait les calculs. Il est un employé, en gros. Il l'a toujours été. Je vais saigner ses comptes à sec avant même qu'il ne sache quel tribunal fréquenter. Elle leva son verre vers ses sœurs, à maman, et a enfin récolté ce qui nous appartient. Elles burent. Le feu crépita. Je suis resté sur ce porche avec mon café qui refroidissait et je n'ai pas bougé pendant longtemps. Employé. 31 ans. Un garçon sur une chaise en plastique avec un sac en papier, un système de drainage reconstruit dans la boue de janvier et j'étais un employé. J'ai posé la tasse sur la rambarde du porche sans un bruit. Je suis entré, j'ai passé le salon sans un mot et j'ai monté les escaliers jusqu'au petit bureau que je gardais fermé à clé au bout du couloir. Dans le placard, derrière une rangée de manteaux divers suspendus, se trouvait un coffre-fort que j'alimentais depuis près d'une décennie. Des actes, des avenants de fiducie, des registres de procuration, un échange de courriels entre Marlène et son avocat d'origine remontant à 2009. Des photographies, des reçus, des déclarations notariées.
J'ai déverrouillé le coffre, sorti un nouveau bloc-notes juridique et je me suis assis au bureau. 31 ans à être en arrière-plan, à être l'homme que personne ne voyait. Ils étaient sur le point de me voir. Les gens du comté de Callaway connaissaient Marlène Bell, comme on connaît un repère. Elle faisait partie de la géographie, née sur cette ferme, élevée sur elle, y avait enterré son mari et avait passé les 30 années suivantes à en faire quelque chose qui a survécu au chagrin. Quand je suis venu travailler ces champs pour la première fois au printemps 1991, j'avais 29 ans, un diplôme d'agronome, un pick-up d'occasion et exactement aucune illusion sur la difficulté de ce genre de travail. Marlène ne m'a pas embauché parce que j'étais impressionnant. Elle m'a embauché parce que je me présentais à l'heure, posais des questions intelligentes et ne sciais pas quand elle me disait que le drainage sud était défectueux depuis 6 ans et que tous les entrepreneurs qu'elle avait fait venir l'avaient aggravé. J'ai passé 4 jours à parcourir ce champ avec un niveau et un carnet avant de dire un seul mot sur une solution. Elle m'a regardé depuis la clôture tout le temps, sans jamais m'interrompre. Quand je suis finalement revenu vers elle avec un plan, elle a lu mes notes 2 fois, a plié les pages et a dit « Commencez lundi ». C'est ainsi que nous avons travaillé pendant les 3 décennies suivantes. Pas de discours, juste du travail. Karen est entrée en scène environ 1 an après mes débuts. Elle est venue un dimanche après-midi, chaussures de ville et tout, pour rendre visite à sa mère, et il se trouvait que je réparais une section de clôture le long de la route d'accès. Nous avons parlé pendant peut-être 10 minutes. Elle était charmante à la manière des gens qui jouent le charme plutôt que de le ressentir réellement. Mais je ne le savais pas encore. J'avais 30 ans. Je pensais que le battement dans ma poitrine était un instinct plutôt qu'un avertissement. Nous nous sommes mariés en 1993. Marlène est venue au mariage dans une robe bleue et des chaussures sensées et a dansé exactement 1 fois avec moi sur une chanson de Patsy Cline. J'ai beaucoup pensé à cette danse au fil des ans. La première décennie fut bonne, pas extraordinaire, mais gérable. Karen avait ses routines, ses amis, ses sœurs qui venaient en long week-end. J'avais la ferme. Nous avons eu chance en 92. Taylor en 97. Quand Alice et son mari sont morts en 2003 et que nous avons ramené Zach à la maison, Karen a été descendre pendant environ 2 ans. Elle l'a nourri, habillé, aidé avec les devoirs. Puis quelque chose a changé et Zach est progressivement devenu mon projet, ma responsabilité, mon ombre. Il me suivait à la grange à équipement le samedi matin avant de savoir lire correctement. Il connaissait la différence entre un cultivateur et un hérisson à disque à l'âge de 8 ans. Marlène disait qu'il avait des yeux de fermier, toujours à mesurer le ciel. C'est Marlène qui m'a dit pour la première fois, il y a environ 4 ans, qu'elle s'inquiétait de ce qu'il adviendrait de la ferme après son départ. Nous étions assis à sa table de cuisine en janvier, le genre de froid qui s'infiltre dans les murs, et elle a fait glisser un dossier sur la table sans préambule. J'ai mis à jour mes documents, a-t-elle dit simplement. J'ai ouvert le dossier. Il y avait plusieurs pages, des avenants à la charte de la coopérative, une désignation révisée de fiduciaire et un addendum notarié que j'ai lu 3 fois avant de le comprendre pleinement. Mon nom apparaissait dans une clause que j'avais aidé à rédiger des années plus tôt, maintenant élargie, considérablement élargie. Marlène, ai-je commencé, elle m'a coupé, non sans gentillesse. Tu as été la seule personne fiable dans cette opération pendant 20 ans. Je ne vais pas m'excuser de le reconnaître par écrit. J'ai refermé le dossier et je l'ai tenu à 2 mains. Karen contestera cela. Marlène m'a regardé fixement. Karen ne sait pas que cette version existe. Norman, si. Le registre du comté de Franklin, si. C'est suffisant. Elle a versé plus de café dans ses 2 tasses. J'ai observé mes filles assez longtemps pour savoir ce qu'elles feront dès que je serai parti. Je ne laisserai pas cette terre à leurs appétits. J'ai ramené ce dossier à la maison et je l'ai enfermé dans le coffre-fort derrière les manteaux d'hiver. Je n'en ai jamais parlé à Karen. Je n'en ai jamais parlé à personne sauf à Norman lui-même. Quand j'ai appelé son bureau la semaine suivante pour confirmer que tous les dépôts étaient en ordre. Il l'a confirmé de sa manière prudente et détendue et a ajouté, elle était très spécifique sur ce qu'elle voulait, Harold. Je pratique le droit depuis 41 ans. J'ai rarement vu un client aussi lucide. J'ai repensé à cette conversation le matin après avoir surpris Karen et ses sœurs près du foyer. Je suis resté à mon bureau jusqu'à presque minuit, fouillant dans le coffre. Tout était là. La fiducie modifiée, l'attribution de procuration à la coopérative, la confirmation du registre du comté de Franklin tamponné et daté.
Les photographies de la reconstruction de l'Eastfield, moi, jusqu'aux genoux dans la boue de janvier, tandis que Karen était à Gatlinburg pour un week-end entre filles. Marlène avait pris certaines de ces photos elle-même depuis la clôture. Je ne l'avais pas su avant qu'elle ne me les donne. Au fond du coffre, sous tout le reste, se trouvait une enveloppe que je n'y avais pas mise. Marlène avait dû la glisser lors d'une de mes visites, quand j'avais quitté la pièce. Mon nom était sur le devant, écrit de sa main. Soigné, délibéré, le cursif d'une femme qui avait appris la calligraphie avant l'existence des claviers. Je ne l'ai pas ouverte cette nuit-là. Je n'étais pas prêt. Au lieu de cela, j'ai ajouté un élément au coffre, mon téléphone, avec un nouveau fichier audio enregistré la veille au soir. 41 minutes de Karen, Cindy et Rita parlant près du feu. Clair comme une cloche d'église. Je vais saigner ses comptes à sec. La voix de Karen, calme et certaine. J'ai étiqueté le fichier, verrouillé le coffre et je suis allé me coucher. J'ai mieux dormi que depuis des années. Marlène avait diminué pendant des mois. C'est le seul mot qui convienne. Pas seulement physiquement, bien que cela se produisait aussi, son corps se repliant sur lui-même comme une récolte desséchée, mais dans un sens plus large, comme si l'espace qu'elle occupait dans le monde était tranquillement réabsorbé. Elle le savait. Elle ne s'en plaignait pas. C'était tout Marlène. Je suis allé à sa ferme un mardi de fin octobre, 3 jours après la conversation près du foyer. J'ai apporté un thermos de bouillon de bœuf et un pain de son levain qu'elle aimait, de la boulangerie de la route 68. L'aide-soignante à domicile, une femme solide nommée Gloria, qui était avec Marlène depuis 8 mois, m'a rencontré à la porte et m'a dit qu'elle avait eu une matinée décente, alerte, assise, avait pris son petit déjeuner. Cela comptait comme une bonne nouvelle à ce stade. Marlène était dans le fauteuil à haut dossier près de la fenêtre quand je suis entré, une couverture de laine sur ses genoux, observant le champ et à travers la vitre. Le champ avait été coupé et labouré pour l'hiver. Des rangées nettes s'étendant jusqu'à la lisière des arbres. Elle s'est retournée quand elle a entendu mes bottes sur le parquet. « Tu as apporté le levain ?» a-t-elle dit. Pas une question. Chaque fois. J'ai posé le sac sur la table d'appoint et j'ai versé le bouillon dans la tasse que je gardais dans son placard pour mes visites. Elle l'a accepté à 2 mains et a pris une gorgée prudente. Nous sommes restés un moment ensemble sans parler. C'était l'une des choses que j'avais toujours appréciées chez Marlène. Elle ne traitait pas le silence comme un problème à résoudre. Le champ était gris et silencieux dehors. Un faucon à queue rousse travaillait la ligne de clôture le long du bord sud. Après un moment, elle a demandé sans se détourner de la fenêtre, « La boîte est-elle toujours là où elle devrait être ?» « Oui », ai-je répondu. Elle a hoché la tête lentement. J'ai ajouté quelque chose. Avant que Gloria n'emménage, quand je pouvais encore me déplacer seul dans la maison. Une pause. Tu le trouveras au fond. J'ai pensé à l'enveloppe avec mon nom dessus. Je ne l'avais toujours pas ouverte. Je sais, lui ai-je dit. Elle m'a regardé alors, directement avec ses yeux gris qui avaient toujours semblé calculer 3 coups d'avance. Karen est passée la semaine dernière avec Dalton Reeves, son avocat. Elle a prononcé le nom comme on dirait, mauvais temps. Elle l'a fait entrer dans mon salon et l'a fait m'expliquer le calendrier successoral comme si j'étais confuse au sujet de mes propres affaires. Ma mâchoire s'est serrée. Que as-tu fait ? Le coin de sa bouche a bougé. Pas tout à fait un sourire, mais proche. J'ai écouté chaque mot. Puis je leur ai dit que j'étais fatigué et je leur ai demandé de partir. Elle a de nouveau regardé le champ. Gloria les a raccompagnés. Karen n'a pas dit au revoir. J'ai posé ma tasse sur la table à côté de la sienne. Marlène, si tu veux que je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit pour l'instant, a-t-elle dit fermement. Laisse-les penser que les choses se passent comme ils s'y attendent. C'est important. Elle a tendu la main et a touché le dos de ma main une fois brièvement, comme elle le ferait pour vérifier la température du sol. Norman a tout ce dont il a besoin. Léonard, dans le dossier adjacent, a la copie de sauvegarde. La seule chose qui reste est d'attendre. Elle a fait une pause, puis a ajouté tranquillement, et s'assurer que Zach sait qu'il est pourvu. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Je l'ai regardé. Il est dans la charte modifiée de la coopérative, a-t-elle poursuivi. Pas par son nom, par désignation. L'agronome enregistré, ce qui sera lui une fois que tu l'auras officialisé. J'ai demandé à Norman de l'écrire ainsi exprès.
propre et inattaquable. Elle a repris sa tasse. Ce garçon m'a conduit à 4 rendez-vous chez le médecin le printemps dernier. T'a-t-il dit ça? Il ne l'avait pas fait. J'ai pris note mentalement d'en parler à Zach, bien que je savais déjà ce qu'il dirait. Que ce n'était pas grand-chose, qu'elle avait besoin d'un transport. Que cela ne valait pas la peine d'être mentionné. Je suis resté 2 heures. Nous avons parlé du Faucon, des améliorations de drainage que nous avions apportées au cadran nord, d'un membre de la coopérative nommé Daluchkin qui envisageait de prendre sa retraite et de ce que cela signifierait pour les contrats de printemps. Des choses ordinaires, des choses réelles. Quand je me suis levé pour partir, Marlène m'a regardé de sa chaise avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas douce exactement, mais posée. Tu n'as jamais rien demandé, a-t-elle dit. En 30 ans. Je n'en avais pas besoin, ai-je répondu. Le travail suffisait. Elle a hoché la tête une fois, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps. J'ai pris mon manteau, j'ai marché jusqu'à la porte et je suis sorti dans l'après-midi froid et gris. En rentrant chez moi, j'ai appelé le bureau de Norman. Son assistante m'a immédiatement transféré. Norman, dis-je, je dois confirmer que le dossier du comté de Franklin est correctement référencé croisé avec l'amendement de la charte de la coopérative. Oui, répondit-il sans hésitation, je l'ai vérifié 3 fois le mois dernier, à la demande de Marlène. Chaque document pointe vers la même conclusion. Et s'ils essaient de contester pour motif de capacité diminuée, une brève pause. Son médecin a déposé une déclaration de compétence en septembre. Marlène y a insisté. Elle a dit, et je cite directement ici, je voulais qu'il soit enregistré que je savais exactement ce que je faisais. J'ai exhalé par le nez et j'ai regardé la route de campagne se dérouler devant moi. Des arbres nus, un ciel gris, le genre d'après-midi de novembre où le monde entier semble retenir son souffle. Merci, Norman. Harold, sa voix était calme mais précise. Quoi qu'il arrive ensuite, vous avez une base très solide. Karen a acheté un collier un jeudi. Je connais le jour parce que j'examinais les renouvellements de contrat de la coopérative à la table de la cuisine lorsque le livreur a frappé et que Karen a signé pour une petite boîte blanche avec le nom d'un bijoutier sur le côté avant que je ne puisse voir de qui il s'agissait. Elle ne m'a pas montré ce qu'il y avait dedans. Elle l'a juste porté à l'étage avec cette démarche particulière qu'elle avait quand elle était satisfaite d'elle-même. Menton relevé, épaules en arrière, comme si elle s'entraînait déjà pour quelque chose. Je n'ai pas posé de questions. Je suis retourné au contrat. Au cours des 2 semaines suivantes, les colis n'ont cessé d'arriver, un ensemble de bagages en cuir italien, un nouvel ordinateur portable avec une housse monogrammée, une paire de bottes qui coûtait plus cher que mon premier versement de camion. Karen ne prenait plus la peine de les porter à l'étage avant que je ne les voie. Elle laissait les boîtes empilées près de la porte d'entrée comme une déclaration, les reçus jetés sur la table d'entrée sans un second regard. Un soir, j'ai ramassé un des reçus. Le numéro de carte provenait d'un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai remis le reçu exactement là où je l'avais trouvé. Le lendemain matin, pendant que Karen était à son club de lecture, l'engagement fixe du jeudi qu'elle maintenait depuis 11 ans, je me suis assis à mon bureau et j'ai consulté les dossiers financiers que je tenais séparément de nos comptes joints. Je gérais le budget de fonctionnement de la ferme, les distributions de la coopérative et une série de comptes d'investissement que j'avais bâtis au cours de 20 ans de rendement constant. Karen savait que les comptes joints existaient. Elle ne connaissait pas l'étendue complète de ce qui se trouvait à côté. Je ne cachais pas d'argent. J'étais prudent. Il y a une différence et elle est importante. Ce que j'ai découvert en regardant de plus près, c'est que notre compte courant joint avait diminué de près de 14 000 $ au cours des 4 derniers mois, par de petits retraits irréguliers qui ne correspondaient à aucune dépense ménagère que je pouvais identifier. Certains étaient des retraits aux guichets automatiques. Certains étaient des transferts vers un numéro de compte que je ne reconnaissais pas. Aucun d'entre eux n'était assez important individuellement pour déclencher un signalement. Ensemble, ils racontaient une histoire. J'ai imprimé les relevés, daté chaque page et je les ai ajoutés au coffre-fort. Puis j'ai appelé une paralégale à la retraite que je connaissais depuis 15 ans. Une femme méthodique nommée Carla Odom, qui avait géré les documents de 2 des membres fondateurs de la coopérative et dont la discrétion était, selon mon expérience, à toute épreuve. J'ai besoin d'une recherche complète d'actifs, lui ai-je dit. Compte joint, demande de crédit, tout ce qui a été déposé au nom de Karen au cours des 5 dernières années.
Carla n'a pas posé de questions inutiles. Donnez-moi une semaine, a-t-elle dit. Elle m'a rappelé 4 jours plus tard. Il y avait un compte de carte de crédit ouvert au seul nom de Karen 18 mois auparavant. Solde actuel juste en dessous de 11 000 $. Et il y avait un compte d'épargne dans une banque, 3 comptés plus loin, avec un solde de 62 000 $, financé par des virements systématiques remontant à près de 3 ans. 62 000 $. Silencieuse comme une souris des champs, régulière comme une goutte. J'ai remercié Carla, j'ai documenté tout ce qu'elle m'avait envoyé et j'ai de nouveau verrouillé la boîte. Ce soir-là, Karen est rentrée de ce qu'elle a dit être un déjeuner avec Cindy et a posé un nouveau sac à main sur le comptoir de la cuisine. Elle l'a regardé avec satisfaction, puis m'a regardé. « Maman va plus mal », a-t-elle dit comme si elle donnait un bulletin météorologique. Gloria pense que ce n'est qu'une question de jours. Je sais, ai-je répondu. J'y étais mardi. Quelque chose a traversé son visage. Pas de chagrin, pas de culpabilité, plutôt une légère irritation d'être rappelée à l'existence dans cette partie de son monde. Elle a pris le sac à main et s'est dirigée vers les escaliers. Essaie de ne pas compliquer les choses, Harold, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Le moment venu, laisse les avocats s'en occuper. Je l'ai regardé partir. Laisse les avocats s'en occuper. J'ai presque eu pitié de Dalton Reeves. Presque. Marlène Bell est décédée un mardi matin début novembre, tranquillement, comme elle faisait la plupart des choses. Gloria m'a appelé à 6h43. J'étais déjà habillé. Je suis allé à la ferme avant que Karen ne soit réveillée, je me suis tenu un instant dans l'embrasure de la chambre et j'ai dit au revoir d'une manière que je pratiquais dans ma tête depuis des mois, silencieusement. La main sur le cadre de la porte et la lumière grise filtrant à travers les rideaux. J'ai fait les appels nécessaires, les pompes funèbres, le bureau de Norman, la coordinatrice administrative de la coopérative, une femme compétente nommée Bev, qui avait travaillé avec Marlène pendant 18 ans et qui a appris la nouvelle en silence avant de me remercier et de raccrocher. J'ai fait tout cela depuis la cuisine de la maison de Marlène, assis à la table où elle et moi avions examiné des documents et parlé de système de drainage et bu plus de tasses de café que je ne pouvais en compter. Karen est arrivée à 9h30 avec Cindy et Rita. Elle a pleuré dans l'allée, bruyamment, brièvement, puis est entrée dans la maison et a commencé à évaluer les meubles. Je suis retourné à la ferme. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard à la First Methodist de Callaway County, un bâtiment que Marlène avait fréquenté pendant 61 ans. Environ 40 personnes sont venues, membres de la coopérative, voisins. La secrétaire de l'église qui avait organisé l'étude biblique du mercredi de Marlène pendant une décennie. Dal Hutchkin, qui envisageait de prendre sa retraite de la coopérative, est venu avec sa femme et est resté tout le temps. Monsieur et Madame Arbuckle de la propriété adjacente, tous deux octogénaires, se sont assis dans le 3e banc et ont pleuré sans gêne. Karen portait du noir de créateur et travaillait la pièce près des arrangements floraux avec l'énergie concentrée de quelqu'un qui se présente à une élection. Cindy et Rita la flanquaient comme une garde du corps. À un moment donné, j'ai entendu Karen dire à la femme du pasteur que sa mère avait été sa plus proche confidente et qu'elle prévoyait d'honorer son héritage avec tout ce qu'elle avait. La femme du pasteur a hoché la tête poliment. Elle connaissait Marlène assez bien pour comprendre cela. Zach s'est assis avec Taylor et moi à l'arrière. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Il s'est juste assis, les mains jointes et la mâchoire serrée, comme il avait appris à absorber les choses difficiles en silence, complètement, sans théâtre. À un moment donné, il s'est penché vers moi et m'a dit à voix basse, elle savait, n'est-ce pas? Tout ce qu'elle faisait, elle savait exactement pourquoi elle le faisait. Je lui ai dit, oui. Il a hoché la tête et a regardé le devant de l'église. Chance est arrivé en retard, s'est glissé dans le banc à côté de Taylor et a passé la majeure partie du service les bras croisés et les yeux sur Karen. À la réception, il m'a tiré à part près du porte-manteau. Maman dit que la lecture du testament aura lieu la semaine prochaine, a-t-il dit. Son ton était prudent mais lourd. Le ton qu'il utilisait quand il transmettait un message au nom de quelqu'un d'autre. Je sais, ai-je répondu. Elle dit que les choses seront simples. Il a fait une pause. Elle dit que tu ne devrais pas t'attendre à des complications. J'ai regardé mon fils un instant. 33 ans. Assez intelligent pour savoir qu'il était utilisé comme messager et choisissant de le faire quand même. Dis à ta mère que je ne m'attends à rien, ai-je dit calmement. Je vais juste me présenter. Après la réception,
Alors que le parking se vidait, j'ai remarqué Dalton Reeves près de l'entrée latérale, dans un manteau sombre, parlant doucement avec Karen. Il était jeune, 39 ans, mais il se tenait comme un homme qui n'avait jamais été surpris par quoi que ce soit. Je l'ai vu acquiescer à quelque chose que Karen disait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans le bureau de Norman. Aucune idée de ce qui était déposé dans le comté de Franklin. Aucune idée du nom qui était tapé dans la marge d'un document qu'il n'avait pas encore vu. J'ai boutonné mon manteau, serré la main de Daluchka en sortant et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, seul dans mon bureau, j'ai enfin ouvert l'enveloppe du fond du coffre-fort. L'écriture de Marlène couvrait 2 pages. Pas de salutation, pas de signature. Elle ne gaspillait jamais les mots de cette façon, juste ses pensées écrites dans cette cursive soignée, me disant des choses que je savais déjà et d'autres que je ne savais pas. Elle a écrit sur l'année où la coopérative a failli s'effondrer, sur Alice et ce que cela signifiait pour elle que j'ai pris accent qu'on me le demande, sur Karen, non pas avec colère, mais avec la déception lucide de quelqu'un qui a longtemps essayé de voir quelque chose qui n'était pas là. Le dernier paragraphe était court. Tu n'as jamais eu besoin de mon approbation, Harold. Mais pour ce que ça vaut, tu l'avais. Chaque année, chaque saison. Chaque fois que tu te présentais quand personne d'autre ne le faisait. Cette terre devrait être entre les mains de ceux qui la comprennent. Je te fais confiance pour qu'il en soit ainsi. J'ai soigneusement plié les pages, les ai remises dans l'enveloppe et je l'ai ajoutées au coffre. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS d'une ligne à Norman. Je te vois jeudi. Il a répondu en 3 minutes. Prêt quand tu veux. Le feu brûlait à 19h. Karen avait commandé des pizzas. Elle n'avait pas cuisiné depuis le décès de Marlène. Et après que Chance ait mangé et soit partie rejoindre des amis en ville, elle, Cindy et Rita sont sortis sur le patio arrière avec une bouteille de Prosecco et le foyer que j'avais construit à la main 8 ans plus tôt avec des pierres de champ que j'avais retirées du canal de drainage. J'ai mangé seul à la table de la cuisine, j'ai rangé, j'ai versé un verre d'eau et je me suis installé sur le porche latéral où l'enveloppe me donnait un angle dégagé sur le foyer sans être visible. Je ne l'avais pas planifié. Je suis juste allé là où le calme se trouvait. Le vin coulait depuis avant le dîner. Leur voix portait facilement dans l'air froid et immobile. Cindy parlait d'une terrasse qu'elle voulait ajouter à sa maison. Qui engager? Quel matériau, si le cèdre ou le composite résistait mieux à l'humidité? Rita avait des opinions sur le composite. Karen n'écoutait aucune d'elles. Je pouvais le dire à la façon dont elle était assise, penchée en arrière, vers incliné, regardant le ciel, qu'elle était ailleurs, planifiant quelque chose. Puis Rita a changé de conversation. Dalton a appelé cet après-midi, a-t-elle dit, gardant sa voix légère. Il a dit que tout semblait propre. Un partage à 3, terrain inclus, exactement comme l'original. Karen a fait tournoyer son verre. Il a aussi dit que Harold pourrait théoriquement réclamer un intérêt conjugal dans les parts de la coopérative. L'a-t-il mentionné? Il l'a mentionné, a admis Rita. Il a dit que c'était gérable. Ce n'est rien, a dit Karen d'un ton plat. Le nom de Harold n'est pas sur le dossier de la succession. Il n'est pas sur la fiducie principale. Il a touché un salaire d'agronome pendant 30 ans, et il pense que cela lui donne droit à la moitié de tout ce que ma mère a construit. Elle a secoué la tête, la lumière du feu attrapant les angles de son visage. Je viderai chaque compte joint avant qu'il ne prenne pied. Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, tout sera déjà réglé. Cindy a levé son verre pour régler les choses. Rita a ri. Le sourire de Karen était lent et satisfait. Le sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné une partie que l'autre joueur ne savait pas qu'elle était jouée. Je n'ai pas bougé de ma chaise. Je n'ai rien écrit. Je suis resté là dans l'obscurité, le froid s'installant autour de moi et j'ai laissé l'enregistreur audio de mon téléphone faire son travail. Je l'avais démarré avant de m'asseoir. Vieille habitude acquise après des années à documenter les conditions de terrain et les négociations de la coopérative. Après un moment, Rita a dit, et Taylor? Une brève pause. Karen a pris une gorgée. Taylor reviendra. Elle a juste besoin de temps pour comprendre de quel côté se trouvent les ressources. Et Zach? La pause avant la réponse de Karen fut plus longue. Quelque chose a changé dans sa posture. Zach, dit-elle lentement, n'est pas notre problème. Il n'est pas une belle. Il n'a jamais été légalement membre de cette famille.
Ce que Harold veut faire pour lui, c'est l'affaire privée de Harold. Cindy n'a rien dit. Rita n'a rien dit. Même le feu sembla se calmer un instant. J'ai posé mon téléphone sur la coudoir et j'ai levé les yeux vers le ciel. Froid et clair, les étoiles plus vives que d'habitude. Zach avait 27 ans. Il était avec nous depuis l'âge de 5 ans. Il s'était assis autour de ce même foyer une centaine de fois les soirs d'été, apprenant à tailler le bois, apprenant à lire les cartes de planification, apprenant à être une personne dans le monde. Il avait les yeux de sa mère et la patience de sa grand-mère et absolument aucune idée que la femme qui avait partagé un toit avec lui pendant 22 ans venait de l'appeler, l'affaire privée de quelqu'un d'autre. J'ai repris mon téléphone, vérifié le niveau d'enregistrement et me suis rassis. Puis mon téléphone a vibré avec un SMS du bureau de Norman. Son assistante avait envoyé l'ordre du jour confirmé pour jeudi. Selon les instructions de M. Ellsworth, M. Easton prend la parole après la lecture principale. De l'eau sera à la table. J'ai répondu, merci. Nous serons prêts. De l'autre côté de la cour, Karen remplissait son verre et parlait du type de parquet qui rendait le mieux dans une rénovation de ferme. Elle avait tout planifié. L'esthétique, le calendrier, le budget qui n'était pas encore le sien. Rita a mentionné que le temps pour jeudi serait froid. Peu importe, a dit Karen légèrement. Jeudi sera un bon jour. Elle n'avait aucune idée à quel point. Dalton Reeves a passé les 2 jours précédant la lecture à examiner des documents. Il pensait avoir compris. Je le sais parce que Norman me l'a dit après et parce que l'email que Dalton m'a envoyé à 23h17 mardi soir l'a confirmé. L'objet était bref, affaire successorale. Clarification urgente nécessaire. Le corps contenait 4 phrases. Il avait rencontré une désignation inattendue dans le supplément de succession. Il voulait comprendre mon rôle dans la succession Bell. Il demandait des éclaircissements avant la lecture de jeudi. Il apprécierait une réponse dès que possible. J'ai lu l'email 2 fois, posé mon téléphone face contre terre sur le bureau et je suis allé me coucher. Le matin, j'ai rédigé une réponse. 3 phrases. J'ai accusé réception de son message, confirmé que j'étais au courant des documents pertinents et joint 3 fichiers. La charte modifiée de la coopérative avec ma désignation de cofondateur, l'avenant de fiduciaire notarié et la confirmation du registre du comté de Franklin avec son horodatage. Pas d'explication, pas d'excuses, pas d'offre de discussion. Il a appelé dans les 20 minutes. J'ai laissé le répondeur prendre le message. Son message vocal durait 6 minutes et couvrait, dans un langage juridique poli, environ 5 façons différentes de poser la même question, qui êtes-vous et comment cela s'est-il produit? Il a mentionné que le document semblait légitime. Il a mentionné que le cachet notarial était valide. Il a mentionné, avec ce que j'ai reconnu comme une alarme soigneusement gérée, que la clause conditionnelle contenait un langage déclencheur très spécifique et qu'il devait comprendre si ce langage s'appliquait à la situation actuelle. J'ai transcrit les phrases clés dans mon bloc-notes, je l'ai ajouté au coffre-fort et je me suis rendu au bureau de Norman. Norman avait du café prêt. Il avait 69 ans et pratiquait le droit successoral dans ce comté avant même la naissance de Karen. Et il avait le calme particulier de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de familles se déchirer pour de l'argent et n'en était plus surpris. Nous avons passé en revue l'ordre du jour de jeudi une dernière fois. La lecture principale couvrirait d'abord les legs personnels, les petits objets symboliques que Marlène avait désignés pour ses filles, puis les actifs de la succession. Ensuite, Norman introduirait le supplément. Je prendrai la parole après la lecture du supplément. Dalton va contester la clause conditionnelle, ai-je dit. Norman a hoché la tête sans se soucier. Il essaiera. La clause est étanche. Le langage déclencheur a été attesté, notarié et référencé croisé à la documentation audio que vous m'avez remise le mois dernier. Il a croisé les mains sur le bureau. Il n'a aucune prise. Et la charte de la coopérative, votre nom figure sur cette charte depuis 1993. Désignation de cofondateur, active et ininterrompue. Elle précède le mariage. Elle précède le dépôt de la succession. Elle précède tout ce que Karen pense posséder. Il m'a regardé fixement. Ce document seul répond à la question de Dalton sur qui vous êtes. Je suis rentré chez moi par ce matin de novembre gris et je suis resté un instant dans mon camion, dans l'allée, avant d'entrer. Karen était à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, défilant des sites de décoration intérieure. Elle faisait cela plus fréquemment,
planifiant des rénovations pour une maison qu'elle ne possédait pas encore, décorant une vie qu'elle n'avait pas héritée. Elle a levé les yeux brièvement quand je suis entré. Bureau de Norman, dit-elle. Routine, ai-je répondu, en versant du café. Elle est retournée à son écran. Dalton m'a appelé ce matin. Il a dit qu'il pourrait y avoir un petit problème de documents à régler avant jeudi. Quelque chose de clérical. Elle l'a dit légèrement. Comme on mentionnerait un conflit d'emploi du temps. Il a dit de ne pas s'en inquiéter. J'ai bu mon café près de la fenêtre. Dehors, les arbres nus le long de la limite de propriété étaient absolument immobiles. Pas de vent. Le ciel était de la couleur de l'étain vieilli. Bon conseil, ai-je dit. Ce soir-là, Zach est passé à la maison pour récupérer quelques manuels d'équipement dont il avait besoin pour un véhicule de la coopérative qu'il entretenait. Il est entré par la porte arrière comme il l'avait toujours fait. Il a frappé une fois, puis est entré, et m'a trouvé à la table de la cuisine, examinant les rapports de rendement des champs. Il s'est assis en face de moi sans qu'on le lui demande. C'était quelque chose que j'avais toujours respecté chez Zach. Il ne jouait pas la désinvolture. Il l'était, tout simplement. Jeudi, a-t-il dit. Pas une question, pas tout à fait une déclaration. Jeudi, ai-je confirmé. Il a regardé la table un instant. Est-ce que ça va aller pour moi? J'ai posé mon stylo et je l'ai regardé directement. Marlène t'a mis dans la charte de la coopérative par désignation. Agronome de référence. Je l'officialise après jeudi. Tu n'es pas seulement bien. Tu es protégé. Quelque chose a changé sur son visage. Pas de soulagement, exactement. Plutôt une tension longuement retenue se relâchant si lentement que c'était presque invisible. Elle a vraiment fait ça, a-t-il dit doucement. Elle m'a dit le mois dernier, elle a dit que tu l'avais conduite à 4 rendez-vous le printemps dernier. Il a détourné le regard. Ce n'était rien. C'était tout pour elle, ai-je dit. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Il a pris les manuels d'équipement, s'est levé et a fait une pause à la porte arrière. Quoi qu'il arrive jeudi, je serai là. Je sais, lui ai-je dit. Apporte Taylor. Il a hoché la tête et est sorti dans le froid. J'ai regardé les lumières du camion descendre la route d'accès et disparaître. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un dernier email à Dalton Reeves. 2 lignes. Monsieur Reeves, je répondrai à votre question en personne jeudi. Apportez un bloc-notes. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai refermé l'ordinateur portable. La salle de conférence du bureau de Norman sentait le vieux papier et le chauffage central, et la tension particulière qui emplit un espace quand toutes les personnes présentes savent que le résultat va faire mal à au moins certaines d'entre elles. Karen est arrivée la première, vêtue de laine noire et de son nouveau collier. Cindy et Rita derrière elle comme une formation. Elles ont pris les 3 chaises sur le côté gauche de la table. Dalton est arrivé 30 secondes plus tard, a posé un portfolio en cuir sur la table et ne m'a pas regardé quand je suis entré et que j'ai pris la chaise à l'extrémité. J'étais le dernier à m'asseoir. J'avais calculé mon coup ainsi. Norman a ouvert la séance sans cérémonie. Il a confirmé le document, confirmé la date, confirmé la présence de toutes les parties concernées. Puis il a commencé. Les legs personnels sont venus en premier. Karen a reçu la broche en perles de Marlène, celle que son père avait donnée à Marlène pour leur 20e anniversaire. Cindy a reçu un coffre en cèdre de la chambre à l'étage. Rita a reçu la couverture matelassée à la main du salon. L'expression de Karen lorsque la broche a été nommée était une leçon magistrale de déception mal dissimulée. Elle s'attendait à l'article principal d'une liste beaucoup plus longue. Ses yeux se sont tournés vers Dalton. Il lui a fait un petit signe de tête contrôlée qui disait « Attendez ». Norman a tourné la page. Les principaux actifs de la succession Bell, a-t-il dit, y compris les terres agricoles, les parts de vote de la coopérative, les avoirs en équipement et les comptes d'exploitation résiduels, sont traités dans le supplément de succession daté du 3 juin de cette année. Il a retiré un document du dossier et l'a posé à plat sur la table. Ce supplément remplace les dispositions de distribution d'actifs du testament original dans les conditions spécifiées à l'annexe C. Karen s'est penchée en avant. Quel supplément? Norman n'a pas fait de pause. L'annexe C établit une clause conditionnelle en cas de comportement d'appropriation démontré, définie comme la planification verbale ou documentée d'exploiter.
de diminuer ou de déposséder le quai fondateur désigné de la Bell Organic Co. Les principaux actifs de la succession sont transférés en totalité au fiduciaire successeur. Il a levé les yeux. Ce fiduciaire est Harold M. Easton. Le silence dura environ 4 secondes. Puis la voix de Karen sortit, aiguë et perçante. Ce n'est pas valable. Ce document n'existe pas. Il a été déposé le 3 juin, dit Norman d'un ton égal, notarié par Rosemary Kinfield, dont la commission est valable jusqu'en 2028, et enregistré au comté de Franklin. J'ai la confirmation d'enregistrement ici. Il posa un deuxième document sur la table. Dalton se pencha en avant, son calme antérieur se fissurant sur les bords. Il tira le supplément vers lui et le lut rapidement, son doigt parcourant la page. Sa couleur changea. Il leva les yeux vers moi pour la première fois depuis que j'étais entré. « Je ne comprends pas », dit-il lentement, et je pouvais entendre dans sa voix qu'il le pensait. « Qui est-il? Quelle est sa position dans cette succession ?» J'ai fouillé dans mon manteau, j'ai sorti le bloc-notes jaune et je l'ai posé sur la table. Au-dessus se trouvait un seul document, la charte originale de Bell Organic Co. signée en 1993 avec 2 noms sur la ligne de fondation, Marlène F. Bell, Harold M. Easton. Je suis le quai fondateur, ai-je dit. J'ai été le quai fondateur pendant 31 ans et je suis l'homme que votre cliente a appelé un employé près d'un foyer il y a 3 semaines. J'ai glissé mon téléphone sur la table à Norman, qui l'a branché sur le petit haut-parleur de la crédence. La voix de Karen emplit la pièce. Claire, calme, certaine. Je viderai chaque compte joint avant qu'il ne prenne pied. Karen se figea. Cindy regarda la table. La bouche de Rita s'ouvrit puis se referma. Norman arrêta l'enregistrement et le retira du haut-parleur. La clause conditionnelle, poursuivit-il, a été activée par les preuves documentées soumises avant cette lecture. Tous les actifs principaux de la succession sont transférés à Harold M. Easton en tant que fiduciaire successeur, à compter d'aujourd'hui. Karen se leva si vite que sa chaise recula et heurta le mur. C'est de la manipulation. C'est de l'abus envers une personne âgée. Elle n'était pas dans son bon droit quand elle a signé cela. Norman tendit la main vers un 3e document. Son médecin a déposé une déclaration de compétence en septembre, 8 semaines avant son décès. Marlène l'a demandé elle-même. Il le posa sur la table. Elle était, selon l'évaluation professionnelle de son médecin, entièrement lucide et pleinement capable de prendre des décisions légales au moment de la signature. Dalton se rassit sur sa chaise. Il ressemblait à un homme qui venait d'entrer avec confiance dans une pièce et de trouver le sol manquant. Karen se tourna vers moi. Sa voix était tombée à quelque chose de bas et d'instable. « Tu as fait ça dans mon dos. Tu as manipulé une femme mourante. » Je la regardai sans élever la voix. « Je me suis présenté, dis-je. Chaque fois, pendant 31 ans, je me suis présenté. Tu veux savoir qui a manipulé qui? Regarde tes relevés de cartes de crédit des 18 derniers mois. Regarde le compte dans la banque à 3 comtés de distance. » Je laissai cela atterrir. J'ai des copies des 2. La pièce devint très silencieuse. Dalton ferma son portfolio. Son prochain client allait avoir besoin d'une affaire plus solide que celle-ci. Le trajet de retour depuis le bureau de Norman a duré 11 minutes. Je le sais parce que je les ai comptés. Pas intentionnellement, juste la façon dont votre esprit trouve de petites choses auxquelles s'accrocher quand de plus grandes sont encore en train de s'installer. Karen n'est pas rentrée cette nuit-là. Elle est allée chez Cindy, ce que j'ai appris d'un SMS qu'elle a envoyé à 6h15. Je reste chez Cindy. J'ai besoin d'espace. Je l'ai lu une fois et j'ai posé mon téléphone. Taylor est venue à 19h. Elle est entrée avec sa clé, m'a trouvé à la table de la cuisine avec une tasse de café et les rapports de rendement de la coopérative que je devais examiner depuis 2 jours, et s'est assise en face de moi sans enlever son manteau. Chance m'a appelé, a-t-elle dit. Je m'en doutais. Elle est restée silencieuse un instant, les mains à plat sur la table. Il est furieux. Je sais. Il a dit que tu avais manipulé grand-mère Marlène, que tu avais travaillé la situation dans le dos de tout le monde. Elle a fait une pause. Il a dit d'autres choses aussi. Je ne vais pas les répéter. J'ai regardé ma fille, 28 ans, avec les yeux gris de Marlène et l'habitude de tout mesurer 2 fois avant de parler. Qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Elle a rencontré mes yeux avec fermeté.
Je pense que je n'ai pas vu maman à cette ferme depuis 3 ans. Je pense que grand-mère Marlène m'a appelé en janvier dernier et m'a demandé comment allait Zach avant de demander des nouvelles de qui que ce soit d'autre. Taylor a resserré son manteau. Je pense que je t'ai vu cuisiner chaque dîner de fête pendant la dernière décennie pendant que maman planifiait ce qu'elle allait dépenser. Elle a secoué la tête. Je ne pense pas que tu aies manipulé qui que ce soit. Nous sommes restés un moment ensemble après ça. J'ai fait plus de café. Elle a parcouru les rapports de terrain avec moi. Elle avait grandi sur cette terre et la connaissait comme elle connaissait sa propre écriture. Nous avons parlé du calendrier des semis du printemps, des contrats de la coopérative qui devaient être renouvelés, de la machinerie ordinaire du travail qui était toujours là, peu importe ce que la journée avait apporté. À 21h, Zach a frappé à la porte arrière. Il est entré, s'est versé du café et s'est assis avec nous. Personne n'avait besoin d'un débriefing. Nous trois, nous sommes juste restés là à la table de la cuisine tandis que la nuit pressait contre les fenêtres, et c'était suffisant. Le lendemain matin, j'ai appelé Chance directement. Il a décroché à la 4e sonnerie, déjà remonté. « Tu n'avais aucun droit », a-t-il dit, sans prendre la peine de saluer. « J'avais tous les droits », ai-je répondu, en gardant ma voix calme. Mon nom figure sur cette charte de coopérative depuis avant ta naissance. Ta grand-mère a pris une décision légale avec pleine compétence et pleine documentation. Si tu veux contester cela, tu auras besoin d'un avocat et d'un ensemble de faits très différents. Elle était malade. Tu as profité. Chance. Ma voix ne s'est pas élevée, mais elle s'est affûtée. La dernière fois que tu as rendu visite à ta grand-mère, c'était il y a 14 mois. J'y étais chaque semaine. Je la conduisais à ses rendez-vous. Je réparais ce qui était cassé. Je me présentais quand se présenter était incommode. Une pause. Ne me donne pas de leçons sur le fait de profiter. Silence sur la ligne assez long pour signifier quelque chose. Ta mère va faire face à des conséquences légales pour l'activité financière de ses comptes joints, ai-je poursuivi. Ce n'est pas quelque chose que je lui fais. C'est quelque chose qu'elle a fait. Quand tu seras prêt à parler de la suite pour nous en tant que famille, je serai disponible, mais je ne m'excuserai pas pour ce que ta grand-mère a décidé. Chance a raccroché sans répondre. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à mes rapports de terrain. 3 jours plus tard, Brooke Easton, la paralégale que j'avais engagée, et non ma fille Taylor, bien que la coïncidence de nom m'ait semblé appropriée, a livré son audit financier complet. 47 pages, chaque transfert non autorisé documenté, daté et sourcé. Le compte à la banque a 3 comtés, l'activité de la carte de crédit, le modèle de petit retrait sur 26 mois, totalisant un peu moins de 61 000 $. J'ai remis l'audit à une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Greta Hollis, qui m'avait été recommandée par Norman et qui avait la manière efficace et non sentimentale de quelqu'un qui traitait des faits plutôt que des sentiments. Elle l'a examiné le même après-midi. Ceci est un territoire civil et potentiellement criminel, m'a-t-elle dit clairement. Dissimulation d'actifs matrimoniaux. Nous déposons une demande de divorce. Nous joignons l'audit et nous laissons les chiffres faire ce que les chiffres font. Je l'ai autorisé à procéder. Rita a appelé ce soir-là. Pas Karen, pas Cindy, mais Rita, la plus jeune des 3. Elle n'est pas venue en attaquant. Elle semblait fatiguée. Je veux que tu saches, a-t-elle dit avec précaution, que je ne connaissais pas les comptes. Je connaissais le plan de contester le testament. Je ne savais pas que Karen déplaçait de l'argent. Je te crois, ai-je dit. Et c'était vrai. Y a-t-il quelque chose? Elle s'est arrêtée. A recommencé. Y a-t-il une version de cela où les choses ne sont pas complètement détruites? J'y ai pensé honnêtement avant de répondre. Pour toi et Cindy? Probablement. Oui. Pour Karen, c'est elle qui a fait les choix qu'elle a fait. Cela a un coût. Rita est restée silencieuse un instant. C'est ma sœur. Je sais, ai-je dit. Et elle a été ma femme pendant 31 ans. Cela ne change rien à ce qu'elle a fait. Je l'ai entendue exhaler. Elle a dit au revoir. J'ai dit au revoir. Nous avons raccroché. Je suis resté dans le bureau un moment après ça, écoutant la maison. C'était calme d'une manière différente de ce que c'était avant. Pas le calme d'une vie gérée autour du bruit de quelqu'un d'autre, mais le calme d'un espace qui était vraiment immobile. 8 mois,
c'est long quand on reconstruit. C'est aussi très court. Le divorce a été finalisé à la fin du printemps, ce qui m'a semblé approprié. Les choses se terminaient alors que d'autres commençaient. Greta Hollis était aussi efficace que annoncé. L'audit financier a rendu les procédures considérablement moins compliquées que l'avocat de Karen ne l'avait anticipé. Le compte caché a été ordonné de rembourser les actifs matrimoniaux. Les soldes des cartes de crédit ont été attribués à Karen. Les actifs de la coopérative étaient déjà désignés par la succession et intouchables par les procédures de divorce, ce que Dalton Reeves avait apparemment expliqué à Karen avant qu'elle ne trouve quelqu'un d'autre pour la représenter. Elle a gardé les meubles de la maison qu'elle avait choisis dans un règlement qui était juste, sinon généreux. Elle a déménagé dans un condo dans une ville à 40 minutes au nord où vivait Cindy. J'ai appris par Taylor qu'elle avait obtenu un poste à temps partiel dans une entreprise de gestion immobilière. Je n'ai pas demandé plus de détails. Chance a mis 4 mois à revenir. Ce ne fut pas une conversion dramatique. Pas de grands discours, pas d'excuses formelles. Il est apparu à la ferme un dimanche de mars, nous a regardés, Zach et moi, travailler sur le drainage du champ nord pendant 2 heures sans dire grand-chose, puis nous a aidés à terminer la section sur laquelle nous étions. Nous avons mangé des sandwichs sur le haillon de mon camion. Chance a posé des questions sur les contrats de printemps. C'est comme ça que ça a commencé, je lui ai dit. Taylor n'était jamais partie. Elle était à la ferme 2 ou 3 soirs par semaine, examinant les rapports de sol, aidant avec la correspondance de la coopérative, apprenant la structure financière qui serait un jour la sienne à gérer. Elle avait l'esprit méthodique de Marlène et était déjà meilleure que moi pour l'aspect administratif des choses. Zach a été officiellement désigné agronome enregistré en février, conformément à l'amendement de la charte de la coopérative. Il n'a pas fait d'histoire. Il est venu dans mon bureau, a signé les documents, m'a serré la main et est retourné au champ. C'était Zach. En avril, j'ai annoncé la création de la bourse d'études agricoles Alice Easton Memorial, financée par 30% des distributions de la succession de la première année, destinée aux étudiants poursuivant des diplômes en agronomie ou en agriculture durable du comté de Callaway. Norman a géré la structure juridique. Zach a assisté à l'annonce lors de la réunion de la coopérative et s'est assis au dernier rang, les bras croisés, la mâchoire serrée et les yeux très brillants. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste présenté la bourse, expliqué le financement et remercié les membres de la coopérative pour leur patience au cours de l'année précédente. C'était tout. J'ai ouvert la lettre de Marlène une dernière fois en mai, assis sur le porche de la ferme. Ma ferme, maintenant légalement et complètement mienne, tôt le matin avant que la journée de travail ne commence. Je l'avais lu une douzaine de fois et en connaissais la majeure partie par cœur, mais je l'ai relu quand même, lentement, sous la bonne lumière. Tu n'as jamais eu besoin de mon approbation, Harold. Mais pour ce que ça vaut, tu l'avais. Chaque année, chaque saison. Chaque fois que tu te présentais quand personne d'autre ne le faisait. Cette terre devrait être entre les mains de ceux qui la comprennent. Je te fais confiance pour qu'il en soit ainsi. Je l'ai replié soigneusement dans l'enveloppe et je l'ai glissé dans ma poche de veste. Le champ est verdissait. Le système de drainage que j'avais reconstruit 26 ans plus tôt tenait parfaitement. Le faucon, ou un faucon, peut-être un autre, peut-être le même, travaillait la ligne de clôture le long du bord sud, exactement là où il était la dernière fois que j'avais été assis dans la cuisine de Marlène. La terre ne savait pas ce que l'hiver avait coûté. Elle continuait juste à faire ce que la terre fait, à se retourner, à s'ouvrir, à offrir la saison suivante à quiconque voulait la travailler. J'étais partant. J'ai rangé la lettre, j'ai mis mes bottes et je suis allé retrouver Zach dans le champ.